mercure monte insensiblement. Un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la broussaille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'y invite. Rafraîchis-toi, voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Tristesse de la beauté. Chut, voici quelqu'un, dit à voix basse la plus jeune des tortues qu'on avait chargée de faire le guet, et toutes les 5 rentrèrent vivement la tête sous leur carapace. Le dit quelqu'un passa dans l'allée, et les gros souliers à clous firent voler à droite et à gauche les grains de gravier. « Tiens, les tortues sont toutes dehors ce matin, » dit une voix. « Elles se chauffent au soleil par ce beau temps. Va donc fermer la grille du côté du pressoir, Rosette, pour qu'elles n'aillent pas se mettre en voyage. » Un ravissant visage de toute petite fille se pencha sur les vieilles tortues, et un tout petit doigt frais gratta la tête de la benjamine. Puis il y eut le bruit familier des arrosoirs qu'on remplit, puis le bruissement agréable de l'eau qui jaillit en pluie de la pomme, puis une bonne odeur de terre et de salade mouillée. Mais aucune des 5 tortues ne donna signe de vie. « C'est le jardinier », pensèrent-elles sans bouger ni tête ni patte. « Il vient arroser les fraises et les salades que nous mangerons pour notre déjeuner demain. Attendons encore un peu. Ce n'est jamais bien long avec lui. Et nous pourrons nous remettre ensuite à écouter Vénérable, qui est justement bien en veine de causer aujourd'hui. » Les tortues peuvent attendre indéfiniment. Il n'y a pas de temps ni d'heure pour elles, puisqu'elles vivent on ne sait combien de siècles. Aussi, leur était-il indifférent que le jardinier restât un moment de plus ou de moins au potager. Ce qu'elles détestent, c'est qu'on les surveille, qu'on les épie, qu'on s'arrête pour écouter leurs conversations, qu'on parle d'elles, qu'on dise par exemple « Comme elles avancent vite, vos tortues ! Quel âge ont-elles donc ? 100 ans pour le moins, n'est-ce pas ? Est-il vrai qu'elles dorment tout l'hiver ? On les dit voraces, peu intelligentes, et autres gracieusetés de ce genre. » Sans doute, les hommes disent-ils exprès ces choses pour vexer les tortues, car on ne peut admettre qu'ils soient si sots. Mais, comme on sait, les tortues ont bon dos. Elles attendent que madame ait fini de cueillir ses fleurs, que le jardinier soit allé au café, qu'il n'y ait plus, dans le potager, que le soupir affecté des roses, le rire un peu vulgaire des pivoines écoutant les histoires du merle, et l'ébrouement très, très léger des haricots après leur bain. Alors, les vieilles dames soulèvent prudemment leur maison et avancent en dessous leur petite tête géométrique. Plus personne ? Bon. On inspecte à droite et à gauche. Rien. Pchit ! Un glissement, un frôlement, et déjà elles sont rentrées se cacher. De nouveau, elles attendent indéfiniment. Pourtant, ce n'était que le chat, le rayé, celui qui est né le printemps dernier ici même dans la cabane aux outils, un innocent en train de découvrir le vaste monde,
et qui vient parfois fourrer son froid museau jusque sous les durs boucliers d'écailles. Cette fois, tout est vraiment tranquille. Ce doit être dimanche d'ailleurs, parce qu'on entend de l'autre côté du mur l'harmonium de l'église et le chant des fidèles. Le dimanche, on est relativement tranquille au potager. Le jardinier vient 2 fois par jour pour les arrosages. Voilà tout. Alors, c'est le moment de se faire raconter des histoires, quand les 2 vieilles sont bien disposées, ce qui n'arrive pas souvent. Elles ne sont pas trop gracieuses, ni causantes, les vieilles grand-tantes, pensent les 3 jeunettes. Seulement, elles sont instruites. Elles ont vu tant de choses. Et il faut convenir que la tante vénérable, la plus âgée des 2, n'est pas du tout radoteuse. C'est un caractère, cette vieille-là, une personnalité, et qui aurait pu aller loin au pays des tortues où le féminisme est très en avance. Mais le destin a voulu qu'elle et ses sœurs fussent arrachées au pays natal et emmenées ici, dans ce jardin, où elles n'avaient vraiment que faire. Et voilà justement ce que la tante était en train de raconter dans son langage un peu antique, quand le jardinier est arrivé avec ses arrosoirs. On se remit donc en cercle, et Vénérable reprit « Vous pensez bien, mes enfants, après ce que je viens de vous dire, que lorsqu'on est né au bord de la mer Bleue, dans le royaume de Poséidon et des sirènes, auprès des grands rochers roses que surplombent les pins parasols, un tout petit bout de jardin comme celui-ci, avec sa fontaine, son tilleul, son arbre de Judée et sa charmille, apparaît comme une prison, et plus ridicule encore que sévère. Mais il semble que nous soyons voués à l'esclavage, comme notre patrie l'a été ou l'est encore. Oh, belle et malheureuse Grèce, patrie des héros dont les siècles ont gardé la mémoire, asile de la pensée et tombeau de la gloire. Comment aurais-je pu me douter qu'un jour je quitterais tes rivages couverts de temples abandonnés, où les jeunes filles venaient se baigner avec nous à l'abri des regards du Turc cruel et indiscret. Imaginez donc, mes nièces, ce que fut notre enfance de tortues grecques, dans ces golfes arrondis comme nos coques d'écailles, où nous jouions sur le sable et nous laissions mollement dériver au gré des vagues le long des côtes de l'Hélade. Parfois, la barque d'un pêcheur découpait sa voile pointue sur l'horizon. Des cigognes, des oies sauvages, des flamants roses passaient isolés ou en bande dans le ciel. Ou bien, une jeune sirène qui apprenait à nager grimpait sur le dos d'une d'entre nous, nous passait une algue dans la bouche et nous guidait ainsi le long de la plage jusqu'au séjour de quelque dieu dormant dans les rochers. Il s'éveillait, poursuivait l'enfant parmi nos rires et ceux des nymphes, tandis qu'un chèvrepied, sous les pins, jouait des airs de danse sur sa syrinx. Ma vieille tête ne trouve plus les mots qui conviendraient pour peindre les images de cette liberté joyeuse. Le vent nous poussait, la fantaisie nous berçait, et nous ne savions de la vie que ce qu'elle nous apprend pour sa multiplication sacrée. D'autres lois sont-elles nécessaires que celles des jeux et du plaisir? Nous l'ignorions, et l'aurions sans doute ignoré sans quelque mauvais vent qui nous fit aborder un jour la côte de Morée, mes sœurs, moi-même et nombre de nos parents et camarades de jeu. Le pays semblait agréable. Une ville brillait non loin des lagunes où nous avions élu domicile et semblait flotter sur notre royaume d'eau et de sel. Elle paraissait nous promettre, par l'insouciance qu'ont les hommes des déchets de leur nourriture, un ravitaillement facile et varié. De jeunes souliottes descendaient parfois jusqu'à la mer et nous charmaient par leurs chants, lorsqu'un jour, la guerre éclata entre 2 clans humains. Les musulmans, qui étaient les maîtres du pays,
et les chrétiens qui voulaient s'affranchir de leur cruelle domination. Les jeunes filles sous Lyotte descendirent une dernière fois vers la mer, mais remontèrent bientôt en hâte vers la ville, car elles avaient aperçu au loin la flotte turque faisant voile sur le port. Seulement, pour une raison que j'ignore, chacune de ces filles emporta l'une de nous dans ses bras. On nous distribua de gauche et de droite parmi les habitants, et je me trouvai avec mes 2 sœurs dans un jardin délicieux, humide, marécageux, où coulait un mince filet d'eau dans un bassin. Il ne me fallut pas longtemps pour découvrir que nous étions prisonnières. La ville et ses habitants l'étaient aussi du reste, et le ciel et le vent, tout était prisonnier entre de hauts murs blancs. On entendit une fois ou deux le canon au loin, puis le calme revint. Une cloche sonnait. Les nuages passaient sur l'eau du bassin, un bassin si étroit, que le plus petit nuage n'y trouvait pas place en entier. Mais c'est tout ce qui nous restait du vaste ciel qui recouvre la mer. « Comment est-ce la mer, ma tante ?» interrompit l'une des nièces, la plus jeune. « C'est un peu comme le ciel, mon enfant, mais plus vrai, plus profond. On y flotte comme on veut, tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos. Les dauphins viennent jouer autour de nous et l'on peut dormir ainsi près du bord où l'eau est chaude et pleine de longues herbes et de varechs croquants. »« Que ce doit être beau !» s'écria la petite nièce. « Ne dis pas beau, dis bon, » reprit la vieille, « car la mer est ce que je connais de plus gai. Mais ce que je connais de plus triste, c'est la beauté. Ainsi, la Grèce, notre patrie, n'est si belle que parce que tristesse l'habite. C'est elle qui gémit dans les ruines avec le vent. C'est elle qui a inventé la musique. C'est elle qui a rendu notre voix d'abord si douce que le monde entier a voulu l'entendre et qui l'a affaiblie ensuite jusqu'au silence. Elle a étendu sur le calme visage de nos dieux, qui ne connaissaient que la joie, les troubles de l'âme. Ce sont là, je le sais, des mystères pour vous, et même en partie pour moi. Ils me furent révélés d'abord par le poète du Nord, qui vint achever son chant devant le bassin où nous rêvions, mes sœurs et moi. « Qu'est-ce qu'un poète, ô vénérable ?» reprit la nièce curieuse. « J'y arrive, mon enfant, j'y arrive, car il est rare, dit-on, que l'heure du poète ne sonne pas dans toute vie. Oui, aussi dans les nôtres, les vôtres. Le moment vient où il nous est permis de voir au-delà de nous-mêmes et de deviner quelque chose des 2 grands mystères qui ont donné aux hommes la domination du monde. Ils appellent l'un l'amour et ils appellent l'autre la mort. Vous expliquer exactement ce que c'est, je ne le pourrai pas. Mais je vais essayer par quelques images de vous instruire de ce que j'ai vu, car il est probable au surplus que vous ne franchirez jamais les murs de ce jardin. « Attention, on vient !» souffla l'enfant tortue. Et aussitôt les têtes de se cacher, les carapaces de se coller au sol. 2 dames et 2 messieurs venant de la maison passaient dans l'allée en causant. « Ah, vous avez là une serre !» dit l'un des messieurs. « Ce doit être bien agréable. Une serre pleine de glossinias et de plantes grasses avec un joli bassin au milieu pour les poissons rouges. Quel charmant coin de potager avec ses tournesols, ses œillets, ses glaïeuls. Tiens, des tortues. Oh, 5 tortues groupées là, bien au chaud, au pied des espaliers. Venez donc voir cela, Dorothée. Mais c'est vrai, mais c'est une vraie ménagerie chez vous, ma chère, dit Dorothée. Des oiseaux, des poissons, des chats, des chiens, même des tortues. N'est-ce pas ? Fit madame qui aimait beaucoup les plus anciennes pensionnaires du jardin de la famille. Il faut vous dire qu'elles sont ici depuis plus de 100 ans. Du moins, les 2 vieilles. 100 ans ? Mais c'est toute une histoire, sans doute. Oui, figurez-vous.
Mon bisaïeul les a rapportés de Grèce au moment où celle-ci faisait sa guerre d'indépendance. On s'était fort agité à ce sujet par ici, paraît-il. Des comités philhelléniques se formèrent comme en France et en Angleterre. Hénard et Marsay réunirent des fonds, équipèrent une flotte. Mon bisaïeul fut envoyé en éclaireur et arriva à Missolonghi juste au moment où Lord Byron y mourait. Il n'en put rapporter que le récit de la mort du poète et 3 tortues trouvées dans son jardin. Les 2 plus grosses que voici survivent toujours, les bonnes vieilles. Est-ce possible? Comme c'est curieux! Mais c'est un vrai conte de fées, ma chère! Les voix s'éloignèrent du côté de la maison. Le murmure du jet d'eau reparut, limpide et frais comme ce dimanche matin, puis le merle vint bruyamment sonner le signal de fin d'alerte sur le toit de la serre. Mais les tortues attendirent longtemps encore avant de reprendre l'entretien. Enfin, lorsque tout fut de nouveau si tranquille qu'on put entendre des lézards jouer à perdre leur queue sur le mur, Vénérable reprit: « Le poète était le maître du jardin, de la maison, de la ville et de tout. Quoiqu'étranger, il parlait assez de grec pour se faire entendre. Vous savez que les hommes se ressemblent tous entre eux, et que nous avons bien de la peine à les distinguer les uns des autres. Mais lui, vous l'auriez reconnu tout de suite, car il était presque toujours vêtu de rouge. Un énorme chien, qui s'appelait Lion, le suivait partout, et il ne venait jamais au jardin sans s'asseoir au bord du bassin, me prendre sur ses genoux et causer avec moi en me grattant le crâne. Parfois, une jeune femme l'accompagnait. Je n'avais pas peur d'eux, je les écoutais. Je tâchais à les comprendre, et je finis ainsi par savoir que ce qu'ils nommaient l'amour était une chose si belle que la jeune Souliotte se mettait aussitôt à pleurer. Le poète lui touchait la bouche avec sa bouche, puis il prononçait doucement des mots qui devaient être merveilleux, car ils étaient semblables aux chants tristes des oiseaux du nord quand ils passent sur la mer. Il chantait ainsi à mi-voix, longtemps, et cela, c'est un des 2 secrets de la domination des hommes sur la terre. « Et l'autre, quel est-il » demanda la petite tortue curieuse, pendant que la vieille semblait rêver un instant. « L'autre, c'est la chose qu'ils appellent mort. Il semble que ce soit tout juste le contraire de la chose amour, et en même temps qu'elle lui soit identique. Il semble qu'ils aient peur des 2, et que pourtant ils les désirent, les appellent et les mêlent ensemble dans leurs chants. Ainsi, j'ai retenu ces quelques sons que le poète aimait à répéter dans sa langue et dans la nôtre. Oh, voyez-vous là-bas ces 2 amants sous le beau soleil de la jeunesse? L'amour entrelaçait autour de leur enfance ces fleurs qui croissaient avec eux. Elles fleurirent au printemps de l'innocence pour mourir bientôt dans l'hiver des adieux. » C'est ce que l'on appelle une énigme, n'est-ce pas ? demanda la petite curieuse. Mais les autres la firent taire, car elles comprenaient déjà que ceci était bien au-dessus de leurs jeunes intelligences. Vénérable, on pouvait le supposer, se trouvait ainsi presque au niveau des maîtres de la terre, puisqu'elle avait reçu les confidences de l'un des plus grands d'entre eux. « Peut-être est-ce une énigme, en effet, » dit l'aïeul, « car tout est énigme et contradiction chez l'homme. N'est-ce pas lui-même qui crée et détruit ses dieux? Je me souviens que le poète disait un soir « Je suis et serai mon propre destructeur. » Et une autre fois, « L'homme qui sèche une seule larme mérite plus de gloire honnête que celui qui répand des mers de sang. » Et pourtant, que de pleurs n'a-t-il pas fait verser à la jeune Souliotte qu'il voulait réjouir? Et à notre patrie qu'il voulait rendre libre, n'a-t-il pas fait verser beaucoup de sang aussi? Un soir, comme je l'attendais près de la fontaine avec la jeune fille,
il n'y était pas venu depuis bien des jours, nous vîmes courir les serviteurs avec des torches. Bientôt, des sanglots s'élevèrent partout. Des gens s'assemblèrent devant la porte du palais et commencèrent de gémir dans le crépuscule, disant que la liberté grecque avait à jamais disparu avec le poète. Qu'était-il devenu ? Je ne sais. Mais que de larmes et de cris ! La Souliote tordit ses bras de désespoir, arracha ses cheveux. Oh, que de beauté triste dans le petit jardin. Alors éclata un orage comme je n'en ai jamais vu. Le ciel était en feu, et la foudre tomba. Le tonnerre ébranla la terre et les eaux jusqu'au plus profond du bassin où je m'étais caché avec mes sœurs. Mais je ne devais revoir ni la jeune grecque, ni la mer bleue. Peu après, on nous sortit de la fontaine, on nous mit dans une caisse sans air et sans eau, et, après je ne sais combien de jours de voyage, nous nous trouvâmes ici, dans cette prison de fleurs et d'herbes entourée de murs. La vieille tortue cessa de parler, et deux larmes roulèrent de ses yeux fixes sur sa peau ridée. « Est-ce la beauté ?» demanda encore la petite curieuse. « Mais oui, » dit l'autre vieille taciturne. « Tristesse de la beauté, semence des larmes au fond des cœurs. Soyez dignes de ce qui vous a été raconté, mes enfants. Voyez là-bas les roses immobiles qui nous regardent du haut de leurs buissons d'épines. Elles se flétriront demain sans même savoir qu'elles ont été belles. Voyez les grands nuages blancs là-haut qui jamais, jamais ne seront deux fois les mêmes. L'oiseau sait-il pleurer? Et les stupides insectes savent-ils souffrir? Seul le poète et les filles de l'homme sont semblables aux tortues, parce qu'ils ont reçu le don des larmes. Et aussi nos cousins les crocodiles, n'est-ce pas ? Fit encore la petite voix de l'enfant tortue. Certainement, les crocodiles et même les cygnes qu'il ne faut pas oublier, car ils ont reçu avec nous la beauté en partage. Cependant, les autres habitants du jardin se demandaient avec curiosité ce que pouvait signifier ce long conciliabule. « Qu'est-ce qu'elles ont donc aujourd'hui, les tortues ?» dit à son épouse un hérisson qui attendait le crépuscule en guignant par les fenêtres de son buisson. « Je les ai rarement vues si bavardes. »« Avouez carrément qu'elles ne se mettent pas souvent en frais de politesse !» dit le merle. « Quelle race obtuse et peu sympathique !»« C'est surtout leur laideur qui me choque, » reprit une longue rose trémière toute mince comme le voulait la mode. « Et quel manque de sensibilité sous cette épaisse cuirasse !»« Mais regardez-les donc, regardez-les !» s'écrièrent encore les pivoines en se tournant tout à la fois vers l'allée et en agitant leurs feuilles devant leurs jolies joues roses et leurs bouches trop peintes. « Les voilà en marche à la queue leu-leu, comme si elles partaient en guerre !» Et en effet, les 5 tortues déambulaient les unes derrière les autres au pas accéléré. Elles ramaient de leurs grosses pattes sur le gravier de l'allée, sans prêter la moindre attention aux mines dégoûtées de la rose trémière. Elles étaient parfaitement insensibles aux moqueries des jeunes pivoines endimanchées. Drapées dans leur dignité, sûres d'être les plus belles, fières d'appartenir à la patrie des dieux et honorées de partager la tristesse des poètes, elles s'en allaient, l'âme haute, vers les framboisiers. Ainsi s'achève l'histoire telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur. Remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver. Je te dirai les contes du Zénith.